grand 1, c'est des choses un petit peu théoriques, mais qui finalement vont pas être forcément extrêmement utilisées pour nous. Alors, petite notation, donc ça, on l'a déjà utilisé par-ci par-là, donc à repérer. Si vous avez un n avec des crochets, ça signifie tout simplement qu'on prend les nombres entiers entre 1 et n. Donc ça, avec des crochets un petit peu doublés, ça signifie que c'est que des entiers. Pour les nombres ce sera important. Alors, un ensemble fini. Alors c'est vrai qu'on a utilisé ça plein de fois. Lorsqu'on a un ensemble non vide, la définition théorique, on va dire qu'un ensemble est fini si et seulement si on peut le mettre en bijection avec un ensemble du type 1n. C'est tout bête, hein. Une bijection, c'est quoi? C'est une application, ça veut dire qu'à chaque élément, on associe un nombre entier. Et bah, c'est ce que vous faites quand vous comptez, hein. Vous pouvez vider votre trousse sur la table, vous comptez les stylos, il y a le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, et ainsi de suite. À chaque fois, vous mettez de côté. Vous pouvez pas avoir donc 2 fois le même numéro, pas 2 fois le même crayon pour un même numéro. Et si jamais vous arrivez à terminer en un temps fini, bah c'est que l'ensemble était fini. Alors, si on a l'existence d'un ensemble fini, le petit entier, il n'y en a qu'un seul qui marche, on ne va pas le démontrer, hein, ça on l'admet, et on va dire que c'est le cardinal de grand E, ou le nombre d'éléments tout simplement. Alors, notation, plusieurs notations qui existent, card comme cardinal, on peut mettre des espèces de barres de valeur absolue autour de l'ensemble, donc ça c'est un truc un peu spécifique, surtout dans le dénombrement, ou de manière assez ponctuelle, des fois ça se croise, donc je vous l'ai mis, on met un dièse devant le grand E. Bon, voilà. Par convention, si on a l'ensemble vide, bah, c'est fini cardinal nul. Bon, là-dessus, il n'y a pas censé avoir de piège particulier. Une petite propriété, si vous avez un ensemble fini, un grand ensemble fini, vous avez une petite partie grand A à l'intérieur de l'ensemble fini. Cette partie grand A, il n'y a pas le choix, elle sera aussi finie, et son nombre d'éléments sera plus petit. Alors ça, bien sûr, c'est complètement naturel, pas la peine de trop revenir dessus. De plus, ça c'est un petit truc technique qui peut, enfin pas technique, un petit truc qui des fois peut être utile. Si jamais vous avez un sous-ensemble de grand E, qui a le même nombre d'éléments que grand E, bah dans ce cas-là, il n'y a pas le choix, ce sera grand E tout entier. Là, pareil, typiquement, on va pas le démontrer, ça se démontre ce genre de choses, mais c'est pas le but ici, et c'est très naturel. Est-ce que là-dessus, il y a des questions? J'attends 5-10 secondes. Ok, ça a l'air bon. Alors, partie qui suit, c'est avec des applications. Alors, là, ce sera un petit peu théorique, mais en pratique, on va très peu raisonner avec ça. Donc ce sera uniquement pour certains exercices théoriques que ça servira. Alors, en son image d'une application. Alors attention, petit rappel ici. On n'est plus en algèbre linéaire, on n'a plus d'espace vectoriel, il n'y a plus d'endomorphisme. Donc là, c'est une application au sens le plus général qui soit. Attention à ne pas vous mélanger les pinceaux, hein. Donc ici, on a uniquement les notions d'injectif, surjectif à l'ancienne, on va dire, c'est-à-dire avec en termes d'antécédent, d'existence, d'unicité, et c'est tout. Propriété, si on a l'application de grand E dans grand F, si jamais l'ensemble donné par grand E est fini, f de E, il est aussi fini. Alors ça, c'est presque logique, on va faire un tout petit bout d'explication après. Et le nombre d'éléments de f de E, ça peut être égal au nombre d'éléments de E, mais en tous les cas, ce sera plus petit. Et on aura une équivalence. Le cardinal de f de E va être égal au cardinal de E si et seulement si f est injective. Alors, je vais passer sur le tableau pour faire une micro-explication de cette propriété, et puis après, on va passer à autre chose. Alors, le tableau, tac. Alors, on va faire une espèce de dessin avec des patatoïdes, on va dire. Donc, hop, ça, c'est notre ensemble grand E. À côté, on a notre ensemble grand F. On a une flèche qui va de grand E dans grand F. Ça, c'est l'application petit f. Ça signifie, si je mets des petites croix à l'intérieur, dès que vous avez un élément
ici petit a, vous allez avoir cet élément qui va être envoyé sur un f de a. Donc ça, schéma typique, ultra bateau. Si grand E est fini, ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que ces éléments, on va en fait pouvoir les numéroter. Autrement dit, on aura un élément A1, un élément A2, et ainsi de suite, jusqu'à un élément A petit n. Entre parenthèses, le petit n, c'est donc le cardinal de grand E, c'est le nombre d'éléments de grand E. Dans ce cas-là, c'est tout simple. F de grand E, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Tout simplement, il y aura F de A1, il y aura F de A2, et ainsi de suite, jusqu'à F de A petit n. La chose qui change par rapport à juste au-dessus, c'est tout simplement que là-dedans, dans ces éléments, a priori, on ne sait pas s'ils sont distincts. On ne sait pas s'ils sont distincts. Conséquence, c'est assez rapide. Ça veut donc dire que le nombre d'éléments de f de E, alors, si jamais ils sont tous distincts, ce sera petit n, mais en général, ce sera plus petit que n. Donc ici, en général, cardinal de f de E est donc plus petit que n, tout simplement grâce à cette micro-explication. Sont distincts. Alors effectivement, je n'ai pas précisé en toutes lettres, mais lorsqu'on écrit un ensemble générique comme ça, surtout si à côté je précise n égale cardinal de E, ça veut dire qu'on suppose que les éléments sont distincts. C'est sous-entendu là ici. En revanche, à l'arrivée, même si au départ ils sont tous distincts, peut-être que f de 1 et f de A2, en fait c'est un seul et même élément. Peut-être qu'il y a les deux flèches, deux éléments qui arrivent sur la même petite croix à l'arrivée. Donc en général, le cardinal de f de E est petit que n, et de plus. Alors, il faut un tout petit peu réfléchir en prenant du recul, mais le cardinal de f de E égale n, ça va arriver quand? Ça va arriver lorsque, dès qu'on a i différent de j, f de ai est différent de f de aj. Pour tout i différent de j, f de ai différent de f de aj, ce qui revient à dire, si au lieu de mettre des ai et aj, on fait une écriture un petit peu plus générique, dès qu'on prend deux éléments A et B, donc au lieu de AI et AJ, au lieu de AI, je mets petit a, au lieu de AJ, je mets petit b, on arrive là-dessus. Et ça, bien sûr, c'est exactement la définition de f injective. Donc c'est un petit peu survolé, mais essentiellement, si vous vous rappelez bien la définition d'adjectif, ça tombe tout seul. Est-ce que ça va à peu près pour ce truc-là? Pareil, j'attends une petite dizaine de secondes. Alors, question, pourquoi ça ne pourrait pas être bijectif? Ah, c'est pas interdit. Sauf que là, c'est pas la question. Mais effectivement,
par rapport à l'ensemble grand F qui est tout en haut là, on a les éléments de grand E, donc on aura plein de petites croix qui correspondront aux images des éléments de grand E. Si jamais il y a des éléments de F qui ne sont pas atteints, bah, ce ne sera pas surjectif, mais il peut arriver tout à fait qu'en fait c'est objectif. Aucune objection. Alors, on va repartir hop, sur le PDF. Je passe comme ça, j'espère que ce sera lisible à peu près. Alors, petit théorème qui suit. Donc là, ça va ressembler à des choses que vous connaissez. Ça va un petit peu rejoindre finalement la question qui a été posée là. Si jamais on a deux applications, enfin une application, pardon, entre deux ensembles de même cardinal. Si vous repensez au dessin qui est juste avant, bah, ce qu'on vient juste de dire, le fait qu'il y ait des éléments de grand F qui ne soient pas de la forme F de quelqu'un, bah, ce sera impossible si le nombre d'éléments de grand F c'est identique au nombre d'éléments de grand E. Conséquence, on va avoir une équivalence. Lorsqu'on a des ensembles finis de même nombre d'éléments, une application elle est injective, si et seulement si elle est surjective, si et seulement si elle est bijective. Donc on va souligner ça. De temps en temps, ça pourrait servir ce truc-là. Mais, alors, s'il y a des questions, je vous les poser, mais sinon, j'ai assez vite passé à des choses à la suite. Ok, ça a l'air bon, j'avance doucement. Alors, là, on va arriver sur des choses qu'on va plus manipuler, dont on va plus avoir besoin, mais pour autant que vous connaissez déjà en grande partie. Première chose, attention, dans un premier temps, on va faire des réunions disjointes. Tac, je change juste ma couleur. Ici. Donc, toute cette propriété-là, c'est pour des réunions disjointes. Donc là, il y a du disjoint partout. Première chose, si jamais vous avez deux parties d'ensemble grand E qui sont finies, bien sûr, sinon ça n'a pas de sens, et disjointes, le cardinal de la réunion, c'est la somme des cardinaux. Alors, petit schéma que je vais vous faire juste à côté, je repasse le PDF en grand. Un petit schéma que je vais vous faire là juste dans la marge. Bah, concrètement, vous avez tac, on va jouer sur les couleurs. Hop. Bah, finalement, vous avez j'ai perdu mon icône. Ah, je me suis trompé, excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc finalement, concrètement, vous avez votre ensemble grand E qui est comme ici. À l'intérieur, vous avez deux parties, grand A et grand B, qui sont pas dans la même forme, mais qui sont disjointes. Donc ici, c'est grand A. Ici, c'est grand B. En rouge, c'est l'ensemble grand E. Bah, donc tout simplement, c'est quelque chose que vous connaissez bien. S'il n'y a aucun élément commun à A et B, bah, le nombre d'éléments de A union B, c'est le nombre d'éléments de A plus le nombre d'éléments de B. Ça, normalement, pas de souci. Généralisation, parce que bien sûr, là on a mis A et B, mais s'il y avait grand A, grand B, grand C, grand D, ou plus généralement A1, A2 jusqu'à AP, attention, il nous faut des parties 2 à 2 disjointes. Aucune partie ne doit chevaucher aucune autre. Attention, je vais le ressouligner ce 2 à 2. Si aucune des parties ne recouvre aucune autre, alors le cardinal de la réunion, c'est la somme des cardinaux. Donc je vais mettre une petite note en dessous par rapport à ça. Tac. Donc ne pas confondre 2 à 2 disjoints et globalement disjoints. Donc on aura l'occasion de revenir sur ce genre de choses parce que c'est une petite nuance qui va avoir un rôle dans les probas. À demander des ensembles 2 à 2 disjoints, c'est beaucoup plus restrictif. Il ne doit y avoir aucun chevauchement d'aucun morceau avec aucun autre.
Le globalement disjoint, ce serait uniquement dire que l'intersection globale est égale à ensemble vide. Petite remarque, alors c'est ponctuel, mais pour les ensembles disjoints, on peut mettre une espèce de... Au lieu de mettre un U arrondi, on met un truc un peu plus droit. Donc si vous croisez ça, ça sous-entend que les ensembles sont disjoints, mais je vous conseille très très fortement, et on l'écrira tout le temps, vous écrivez en toutes lettres ensemble disjoint. Donc ça, bien sûr, ça servira. Canal à complémentaire. On va passer pareil, on enchaîne un petit peu. Si vous avez un ensemble grand E, si vous avez une partie grand A, le cardinal complémentaire, c'est cardinal de E moins cardinal de A. Bon, ça, normalement, vous êtes rodé. Pour autant, c'est très pratique, ce genre de truc. Il y a plein de situations où, en proba ou en dénombrement, au lieu de calculer directement le nombre d'éléments de l'ensemble qu'on veut, on va passer par le complémentaire, parce qu'il est plus simple à traduire, et ensuite on utilisera ça pour revenir à l'élément de l'ensemble de départ. On y reviendra en proba, ça arrivera très vite. Et petite formule que vous connaissez normalement aussi bien sur les ensembles quelconques. Attention, hein, ici c'est bien des cardinaux, hein. On n'est pas encore sur les probas. Si vous avez deux ensembles finis, alors la réunion est aussi finie, et on a une petite formule qui est celle-ci. Le cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B, moins le cardinal de inter B. Attention, ne pas oublier ce truc-là, avec le petit moins devant. Est-ce que... Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer ce genre de choses, normalement, vous avez déjà vu? Ouais, c'est bon, ça vous rappelle des choses, hein. D'accord, ok. Alors, petite remarque, ça mènera à un exercice. Je vais vous mettre en petite note ici. Ce genre de formule, donc on verra si on le fait ou pas en exercice, mais vous pouvez vous demander qu'est-ce qui se passe pour 3 ensembles, ou 4, ou 5, etc. Il y a moyen d'écrire des choses, mais c'est vite beaucoup plus technique. On en reparlera un petit peu. Notamment pour 3 ensembles, lui on le fera, c'est un truc assez bateau, et ça se fait bien. On va enchaîner avec un truc qui a l'air un peu théorique, mais qui en fait, qui est un petit peu théorique, ça c'est sûr. Bon, normalement, ça ne va pas trop vous dépayser, et qui sera utile pour nous un petit peu plus tard. C'est le cardinal d'un produit cartésien. Alors ça, normalement, vous pouvez peut-être déjà deviner, mais vous n'avez pas déjà dû le voir auparavant. Donc, petit rappel, je vais le remettre, est-ce que je le remets dans un petit coin ici? Hop, je vais le reglisser ici, tac, tac. Donc si vous avez je vais essayer d'appliquer un tout petit peu. Voilà. Un produit cartésien, qu'est-ce que c'est? À partir de deux ensembles différents, on va considérer un seul ensemble en prenant des couples xy, où petit x est dans grand E, petit y est dans grand F. Donc les exemples types que vous connaissez, c'est les couples de réels. Tout simplement, à partir de deux réels différents, on fait un couple de coordonnées. Mais bien sûr, vous savez qu'on peut faire ça avec tout ce qu'on veut. On peut faire des couples de matrices, des couples de polynômes, des couples de tout ce qui vous passe par la tête. Et on n'est pas du tout obligé, de manière générale, d'avoir le même ensemble pour grand E et pour grand F. On peut faire une matrice avec un polynôme, ou pour des choses qui nous concerneront un petit peu plus, on va pouvoir considérer des éléments dans un ensemble et dans un autre ensemble complètement différent. Donc, petite formule, le produit cartésien, il va aussi être fini, et, formule qui est ici, le cardinal d'un produit cartésien, c'est le cardinal de E fois cardinal de F. On va faire un petit dessin juste après pour illustrer ça, ça se comprend bien, hein. Et, de manière plus générale, si vous avez un produit cartésien de, non pas 2, mais P ensemble, ben on fait le produit de tout ce qui bouge. Donc pareil, on passe sur le tableau, explication 7, avec un petit schéma, on va pas faire un truc trop théorique, mais ça devrait suffire pour que vous compreniez ce qui se passe.
Alors, on va écrire tout simplement grand E, ce sera A1 jusqu'à A petit n. Alors, encore une fois, je mets dans la marge, mais ici, on sous-entend que les éléments sont distincts, et donc que petit n, c'est pile poil le cardinal de grand E. Pour l'ensemble grand F, j'ai pas le tableau, c'est ça? Hop, ça arrive. Ouais, maintenant c'est arrangé. Donc, vous avez grand E égale à n, avec petit n le cardinal de grand E. En dessous, même chose, grand F, sauf qu'on va mettre un petit B1 jusqu'à BP, par exemple. Et donc, cette fois-ci, le nombre d'éléments de grand F, c'est P. Conséquence, si on veut schématiser le produit cartésien, alors volontairement, je vais présenter ça sous la forme d'un tableau. Qu'est-ce qu'on va avoir? On est censé faire, alors je mets des grandes accolades, on est censé faire tous les couples, un élément quelconque de grand E, avec un élément quelconque, de grand E, pardon, avec un élément quelconque de grand F. On aura donc, si on commence par faire sur une première ligne, tous les couples qu'il faut intervenir A1, on aura A1 avec B1, et à côté, on aura A1 avec B2, et ainsi de suite, jusqu'à A1 avec BP. Donc sur cette ligne-là, où on fixe l'élément, je vais mettre un petit coup de fluo, par-dessus, je crois que c'est pas top, je vais mettre en dessous, on fixe l'élément A1 tout le temps. Ici, on va se retrouver tout simplement avec P couple. Et bien sûr, vous sentez le coup venir, hein. La ligne d'en dessous, on va écrire les éléments du produit cartésien avec A2. Donc on va avoir A2, B1 jusqu'à, je passe rapidement, A2, BP. Donc on aura P couple. Donc ces P couples là, tac, on va les retrouver en dessous. Et ainsi de suite, jusqu'à tout à la fin, en prenant ici AN B1 jusqu'à AN BP. Et donc P couple, P couple, P couple, P couple. Au total, on a, si je mets un truc comme ceci, tac, on va avoir N lignes. Donc au total, P plus P plus P n fois, ça fait N fois P. Donc cardinal de F, P plus etc. plus P, sachant que ce petit P, je reprends le même code couleur, N fois, et on se trouve donc avec N fois P. Est-ce que... Bon, c'est la petite bidouille, mais finalement, ça suffit à comprendre ce qui se passe normalement. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, c'est la même chose que F croix E. Alors, le nombre d'éléments de F croix E coïncide avec le nombre d'éléments de E croix F. En revanche, les ensembles en eux-mêmes sont différents. Parce que tout simplement, vous avez changé l'ordre. Au lieu d'avoir les petits a en premier, vous auriez les petits b en premier. Donc, même nombre d'éléments, mais pas le même ensemble. Est-ce que c'est à peu près bon cette histoire?
Ça a l'air bon. Alors, si au lieu de CROEF, vous avez E, CROEF, E1, CROE2, etc. Alors, avec 3 ensembles, on peut encore un peu visualiser. Il faut juste imaginer que là, on a une espèce de couche et on va empiler plusieurs couches. On aura par exemple A1, B1, C1. Donc tout ça, ce sera la couche qui correspond à C1. Et on va refaire une couche avec des A1, B1, C2, A1, B1, C3. Et donc on aura un produit qui correspondra à un cube. De toute façon, de manière plus théorique, ça se fait par récurrence, mais on ne va pas le faire ici, ce n'est pas le but. Alors, tac, on enchaîne. Conséquence, un tout petit peu théorique encore, sur le nombre d'applications. Si vous avez grand E et grand F des ensembles finis, on peut s'amuser à regarder, je remets le PDF en plus grand, on peut s'amuser à regarder, alors s'amuser c'est un grand mot, mais bon, le nombre d'applications de grand E dans grand F. Le nombre d'applications, ça veut dire qu'on veut les compter. Chaque processus qui va de grand E dans grand F, c'est une application, et on compte toutes les applications différentes. Le nombre d'applications, c'est tout simplement cardinal de F puissance cardinal de E. Rappelez-vous cette espèce de barre de absolu, on avait noté ça comme notation alternative pour le cardinal. Et pourquoi est-ce que cette propriété est rigolote? Parce que c'est cette propriété qui justifie, entre guillemets, qui explique plutôt, la notation grand F puissance grand E lorsqu'on regardait l'ensemble des applications de grand E dans grand F. Par exemple, grand R exposant grand N, c'était les suites, parce que c'était l'application de N dans R. Donc on a déjà croisé ça par-ci par-là, c'est lié à ça. Alors, on va déjà faire la partie de la propriété qui suit, et puis après on fera une petite explication pour l'ensemble. Donc, propriété qui suit, c'est le nombre de parties. Si vous avez un ensemble fini de cardinal n, le nombre de parties de E, c'est 2 puissance n. Alors ça, on va l'encadrer, parce que ça, on en aura besoin. Et ça, je vais l'encadrer aussi au-dessus d'ailleurs, le cardinal produit cartésien, parce que mine de rien, on en aura besoin. Alors, le nombre de parties de E, ça veut dire quoi? Petit rappel, une partie de E, c'est un sous-ensemble de grand E, ça veut dire qu'on fait une sélection de certains éléments. Par exemple, si vous avez grand E, vous avez 5 éléments dedans. Par exemple, vous prenez votre trou, vous avez 5 crayons. Il y a un crayon, un stylo bleu, un stylo vert, un stylo rouge, un stylo noir et un crayon de papier, par exemple. Voilà, ça fait 5 éléments. Vous pouvez prendre un crayon tout seul, ça fera un singleton. Vous pouvez prendre deux crayons différents, le vert, le rouge, ça fera un sous-ensemble de canal 2. Et si on fait toutes les possibilités, de toutes les manières de choisir des éléments, on en aura au total 2 puissance n. Donc ça, on va l'expliquer. Ça se démontre assez logiquement, ça se démontre assez facilement, avec un petit calcul, un petit dessin. Alors, explication 8 et 9 pour enchaîner. Et après, normalement, on aura fini les gros trucs abstraits. On va partir sur nos listes et compagnie. Alors, explication 8 et 9. Je rajoute une page, je vous affiche le tableau. Alors, la numéro 8, c'est pour le nombre d'applications de grand E dans grand F. Donc, on va noter, encore une fois, grand E égale A1 jusqu'à AN. Grand F, c'est B1 jusqu'à BP. Et on va tout simplement réfléchir. On va faire des petites phrases d'explication. On ne va pas faire beaucoup plus que ça, mais ça suffira. Qu'est-ce que c'est qu'une application de grand E dans grand F? La définition, c'est qu'on va, à chaque élément A1 jusqu'à AN de grand E, on veut associer un des éléments de grand F. Et c'est tout. Donc, on va numéroter les étapes. Je vais faire une petite phrase. Déterminer une application, on va l'appeler petit f,
de grand E dans grand F revient à, et on va faire des petites étapes, petit 1. Bah, petit 1, on est censé déterminer f de 1. Donc, choisir f de 1 qui appartient à grand F. Et une fois qu'on a choisi f de 1, on va avoir la même chose, choisir f de A2, qui lui aussi est dans grand F. Et ainsi de suite. La énième étape, ce sera choisir, bien évidemment, f de n. Alors, une fois qu'on a ça, vous allez me dire, ouais, ok, on n'est pas super avancé non plus. Mais en fait, si on a quasiment fini. Il y a deux approches possibles. Ou bien, vous voyez ça en termes de ce qu'on va commencer à faire un petit peu, en termes d'arbres, un petit peu en termes de dénombrement. Pour l'étape numéro 1, je vais mettre un code couleur à côté, on a P choix possible. Ensuite, pour choisir f de A2, bah, idem. Il n'y a aucune contrainte particulière, donc on peut vraiment choisir n'importe quel élément de grand F, y compris un qu'on a déjà vu avant. Et, etc., jusqu'à P choix. Alors, c'est là où ça peut sembler potentiellement un petit peu mystérieux. Si on a P choix, puis choix, puis P possibilités, au total, on va avoir le produit P fois P fois P fois P, etc. Possibilité. Je vous remets peut-être le tableau en grand. Alors, question posée. Pourquoi est-ce que c'est pas P puis P-1? Rien n'interdit, par exemple, si, bah, exemple tout bête, une application constante. Une application constante, l'application petit f qui a n'importe quel élément de E associe B1, toujours B1, tout le temps, elle existe. C'est une application qui a le droit d'exister. Et ça correspondrait à faire à chaque fois le choix du même élément, B1, et on rechoisit B1, et on rechoisit B1, et on rechoisit B1. Donc là, ce que vous êtes en train d'évoquer, le fait de dire puis P-1, ce serait si on n'avait pas le droit de reprendre un élément déjà pioché. Mais là, aucune objection. Est-ce que c'est bon? Ça a l'air bon à peu près. Donc au total, P fois P fois P possibilités. Et comme il y avait n étapes, bah, c'est-à-dire P puissance n possibilités. Alors, souvent, la question qui arrive ici, c'est ouais, d'accord, mais pourquoi est-ce que là, comme par magie, ça fait un produit? Alors, vous pouvez le voir de deux manières. Une manière un petit peu comme vous faisiez au lycée. Finalement, là, c'est un arbre qu'on est en train de faire. Alors, c'est un arbre un peu tordu, mais c'est un arbre. Si on veut le schématiser, tout simplement, il y aurait ceci à faire. Où est-ce que je peux vous le dessiner? Je vais le faire dans un petit coin en dessous. Alors, je vais le faire de gauche à droite. Mais, première étape, on a P choix possible. Donc, étape 1. Comment je vais faire ça? Je vais faire l'arbre et puis après, je vais mettre le numéro. Donc, étape 1, ici, on a P choix. Le choix de f de A1 nous donne P branches possibles. Et une fois qu'on est dans une des branches précises, donc par exemple je repars d'ici, on va avoir un deuxième choix à faire. Et donc sur cette branche-là, je la surpasse un petit peu, on va réavoir
P choix. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. À chaque fois qu'on est arrivé sur une des branches, je ne vais pas le refaire encore un coup, mais on a P choix possible. Donc là, ça peut-être correspondre à des souvenirs que vous avez. Lorsque vous avez des arbres, lorsque vous suivez une branche de proche en proche, ça revient à faire un produit. Donc ça, c'est pour faire, on révoque les souvenirs. Deuxième approche, un peu plus en lien avec ce qu'on vient de faire. Si vous regardez, f de A1, f de A2 jusqu'à f de AN. Et si on fait un truc un peu plus global, ici, on a en fait, pas une, mais un. On a un, alors que je ne me trompe pas dans les lettres, on a un n-uplet. D'éléments de grand F. Je l'écris comme ceci. F de A1, F de A2 jusqu'à F de AN. Tout ceci, c'est bien un n-uplet d'éléments de grand F. Conséquence, en lien avec la propriété qu'on a vue, donc on a alors grand F, tac tac tac, grand F puissance n. Faut que je mette un mot en plus. Là tel quel ça n'a pas de sens. Bougez pas, j'efface un truc. On a comment est-ce que je peux formuler ça? Je ne veux pas parler de bijection, je le dis tout de suite, le terme précis serait bijection. On va dire de manière plus évasive, on a une correspondance. Ah, qu'est-ce que j'ai fichu? Ah, je change la taille de notre, la taille du trait. Donc on a une correspondance avec le produit cartésien grand F puissance P, qui est de cardinal, bah justement, grand F puissance N, excusez-moi, faute de frappe. C'est pas F puissance P, c'est F puissance N, qui est de cardinal P puissance N. Est-ce que ça va à peu près pour ceci? Question posée. Sur les applications injectives. Oui, ça c'est une chose qu'on fera un petit peu après. Enfin, qu'on évoquera un peu après. On va y venir. Là, vous prenez déjà d'avance. Même chose, on verra ça un petit peu après. Est-ce que là-dessus, on est bon sur cette histoire? Mais oui, vous avez raison. Donc j'attends 5-10 secondes. Sur ce truc précis, s'il y a des questions. Ok. Alors, sur le nombre de parties, excusez-moi, j'ai oublié une page. On termine ça, je rajoute une petite page. Alors attention, ça va partir. 3, 2, 1, pouf. Donc là, c'est beaucoup plus simple, hein, le nombre de parties. Alors, on peut voir le nombre de parties d'un ensemble comme le nombre d'applications, comme un nombre d'applications précises, mais on va faire ça de manière beaucoup plus simple. On va faire ça de manière vraiment à la main, quoi. Donc, on a un ensemble de départ grand E qui est A1 à N. Ok, pourquoi pas. Et déterminer une partie de grand E, c'est déterminer, oula,
première étape, pareil, on va faire un petit peu avec notre numérotation. Bah, on est censé regarder l'élément 1. Et, alors je vais mettre piocher de manière imagée, mais finalement ça revient à ça. Piocher à 1 ou pas. On le prend ou on le prend pas. Conséquence, si on s'intéresse au nombre de choix possibles, bah, il y a 2 choix. Et on va recommencer. Étape 2. Une fois qu'on a fait le choix pour A1, ça c'est réglé, on est censé considérer l'élément A2. Donc ici, est-ce qu'on prend A2 ou bien est-ce qu'on ne prend pas? Conséquence, on va se retrouver avec 2 choix. Et ainsi de suite. On va directement passer à l'étape numéro n. Étape numéro n. Est-ce qu'on prend le petit n ou pas? Donc, 2 choix. Bah, si on fait exactement le même schéma que tout à l'heure, on pourrait traduire ça avec une liste de n éléments, etc. Mais on va tout simplement écrire le total. Voilà. Tac, tac. Vu que les choix s'enchaînent les uns aux autres, on va avoir 2 fois 2, etc. fois 2 égale 2 puissance n. Choix pour une partie. De grand E. Est-ce que ça va à peu près ce truc-là? Alors, j'attends 5 secondes, hein, comme d'hab, puis après j'enchaîne. Ok. Alors, on va arriver sur un petit peu le vif du sujet. Je vous remets le PDF. Alors, le but ici, c'est ce qui va être le plus important. Sur le dénombrement, ce qu'on va mettre en place maintenant, c'est les modèles, je vais appeler ça comme ça volontairement, les 3 modèles types qui vont permettre de faire du dénombrement. Un truc que vous savez, enfin, vous avez normalement déjà fait un peu de dénombrement, ça peut être vite j'allais dire le chantier ou ce que vous voulez, mais tout simplement parce que si on s'y prend mal, bah, on n'arrive pas trop à savoir est-ce qu'on n'a pas compté plusieurs fois les mêmes choses, ou est-ce qu'on n'est pas en train de faire des redondances, ou est-ce qu'on n'est pas en train d'en oublier. Donc vous devez impérativement arriver à modéliser un petit peu vos situations avec essentiellement 3 types de structures. On va appeler ça des structures. On aura les listes, avec un cas particulier qui est les listes d'éléments distincts. On va croiser au passage les fameuses permutations. Et on aura ensuite les combinaisons d'éléments. Avec ces trucs-là, donc les listes d'éléments distincts, les entre parenthèses des permutations, c'est un cas particulier, et surtout le 3e type qui sera les combinaisons, le 3e modèle qui sera les combinaisons, vous aurez normalement moyen de faire après tout ce qu'il faut pour cette année. Donc vous aurez un problème de dénombrement ou un problème de proba. Lorsque vous aurez des petits calculs à faire, vous devrez dire ah, alors là, je reconnais, vu la situation, c'est censé être des combinaisons de tant d'éléments parmi tant d'éléments. Donc, le cardinal, c'est ça, parce que j'ai vu la formule en cours. Ou ah oui, mais là, ou alors ah oui, dans cette situation, c'est plutôt des listes, donc le nom d'éléments, ce sera ceci. Pareil, parce que je connais mon cours. Si vous essayez de faire un petit peu trop
au feeling, à la one again et compagnie, ça risque très fortement de faire du grand n'importe quoi, ou peut-être que vous aurez le bon résultat, mais vous aurez juste des calculs magiques qui vont tomber sur votre feuille et on ne saura pas pourquoi. Et ça marchera plus, ça passera plus. Je dis pas que ce sera très long ce qu'il y aura expliqué. Il y aura essentiellement quelques mots-clés à faire apparaître, mais après, comme ça, tout sera bien carré. Alors, si on reprend dans l'ordre, les listes. Je repasse en plein écran. Donc, les listes, ça va correspondre à tout simplement une plist. C'est presque un synonyme, enfin c'est un synonyme. Ça va correspondre à un PUPLay d'éléments de grand E. Alors là, vous allez me dire, ouais, alors pourquoi est-ce qu'on renomme un truc, et pourquoi est-ce que quelque chose qu'on connaît déjà, on le renomme autrement? Bah ça, c'est un peu la spécialité des probas. Il y aura plein de notions qu'on va renommer pour avoir un vocabulaire un peu plus pratique, on va dire, un peu moins formel. Liste, ça fait moins peur que PUPLay. Bon, pourquoi pas. Donc, on utilise ça. Autrement dit, au niveau des caractéristiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des éléments les uns à côté des autres, x1, x2, xp. Au fond, comme ce sont des listes d'éléments, enfin plutôt comme ce sont des couples d'éléments, on peut avoir plusieurs fois le même. Lorsqu'on fait un PUPLay, par exemple le PUPLay 1, 1, 1, il existe. Et l'ordre va être important. Si vous pensez à des coordonnées, pour un point, le point de coordonnées 3, 12, c'est pas du tout le même que le point de coordonnées 12, 3. Donc, lorsqu'on considère des listes, l'ordre des éléments compte et le des répétitions. Ça, c'est ce que je vous ai récapitulé juste en dessous, ici. Le cas particulier, c'est le point d'après, des arrangements ou p-listes d'éléments distincts. On peut choisir, mais dans ce cas, c'est une contrainte qu'on se fait, de dire, moi je ne veux pas de répétition. Je veux que des éléments distincts, je ne veux jamais les mêmes. Dans ce cas-là, on change de structure, on appelle ça des pistes d'éléments distincts ou arrangements. Au niveau des caractéristiques, on a donc toujours l'ordre qui compte, mais les répétitions sont exclues. Donc retenez bien presque plus, j'aurais tendance à dire, ces caractéristiques que la définition formelle. C'est ça qui va vous servir pour faire le tri dans vos exercices. Donc là, on a mis en place le modèle. Maintenant, au niveau du nombre d'éléments, il y a deux possibilités. Le nombre de listes de P éléments. Là, tout simplement, oui. Le nombre de listes de P éléments, c'est ce qu'on a croisé juste avant. Je remonte un tout petit peu. Vu qu'on vient de dire que c'était des PUPLay, les PUPLay, ils sont là. Donc, produit cartésien, cardinal de E, fois cardinal de E, fois cardinal de E, fois cardinal de E. Donc, si on applique la propriété 7 à notre situation, on va avoir cardinal de E puissance P, c'est-à-dire n puissance P. Alors, vous aurez toujours besoin, en général, vous aurez souvent un petit doute. Alors, où est-ce que je mets le n en haut, ou est-ce que je mets le p en haut? Donc là, normalement, si on est logique, il n'y a pas trop de questions, il n'y a pas trop de raisons de se tromper. Mais s'il y a des hésitations, je comprendrai, mais il faut que vous trouviez un moyen de vous en sortir. Donc ça, c'est pas trop méchant, ça découle de ce qu'on a fait avant. En revanche, le nombre de p-listes d'éléments distincts de grand E, là, c'est un peu plus tordu comme formule. Donc on va l'entourer aussi, parce que vous aurez besoin de la retenir, vous aurez besoin de savoir l'utiliser. Et notamment, vous pouvez remarquer tout de suite, il y a une disjonction de cas. Donc on encadre ça, on explique ce truc-là. Donc, démonstration numéro 10. Tac, je rajoute une page. Alors, premier point. Pour les p-listes. On va dire les p-listes quelconques. Ça, CF proposition 7,
avec E, croix E, croix E, etc. Ah, il n'y a pas le tableau. C'est arrangé. Donc, proposition 7 avec les E, croix E, croix E, croix E, etc. Et c'est tout bon. Pour les P-listes d'éléments distincts. Là, il faut un tout petit peu plus réfléchir. Alors, je remets, juste pour utiliser le vocabulaire, arrangement entre parenthèses. Alors, arrangement, en fait, c'est le vieux terme qui était utilisé il y a pas mal d'années. Maintenant, ça a plutôt évolué sur P-liste d'éléments distincts pour faire plus formel. Mais bon, ça change pas grand-chose. Ici, on va faire un petit schéma ici, un petit schéma. Sur la fin de la première ligne, CF proposition 7 avec E, croix E, croix E, croix E, croix E. C'est juste pour dire que, si vous regardez la proposition 7, on met que du grand E, c'est tout. Alors, on note grand E égale A1, AN. Et alors, on va un tout petit peu réfléchir. Donc, même chose, on fait un petit schéma type. Enfin, un descriptif, pardon. Déterminer un arrangement, je vais écrire plus précisément, d'éléments de E, c'est. Alors, première étape, ou premier point. Choisir le premier élément. Alors là, on a n éléments dans le grand E, donc choisir le premier élément de l'arrangement, c'est-à-dire celui qu'on place en première position, il y a tout simplement n possibilités. Et c'est là où ça va changer. Étape 2, alors je vais peut-être mettre des numéros d'ailleurs, c'était plus clair. Hop, j'efface ça, je remets le petit numéro. Ensuite, on veut choisir le deuxième élément. Voilà, vous allez dire, ouais, ok, jusqu'ici, ça va. Mais, vu qu'on veut un arrangement, vu qu'on veut des éléments distincts, je vais souligner là-haut pour insister, ça veut dire que il ne faut pas repiocher le même que celui qu'on avait déjà pioché avant. Donc choisir le deuxième élément, mais attention, je vais mettre entre parenthèses, différent du premier. Ce qui fait que cette fois-ci, au lieu d'avoir n possibilités, on aura n moins une possibilité. Et ainsi de suite. Étape 3. Ce serait choisir le troisième élément, mais ce troisième élément différent des deux premiers. On ne veut aucun élément qui se répète. Donc si par exemple on a pioché A5 et A8, on ne veut pas du tout les retrouver ensuite. Donc choisir le troisième élément différent des deux premiers. Différent, je vais écrire en toutes lettres. Différent des deux premiers. Je ressouligne. Ce qui fait que cette fois-ci, on va avoir n-2 possibilités. Et ainsi de suite, etc., etc., etc.
jusqu'à... Et bah, c'est là justement où on voulait combien d'éléments? Ah, j'espère que je ne me suis pas loupé dans mes notations. Attendez, je vérifie juste. Grand E de cardinal n, donc là-dessus je ne me suis pas trompé. Et on veut une liste de P éléments distincts. Ça veut dire que on va s'arrêter à l'étape P. Donc, je refais pas le petit blabla. Un Pème élément différent des... Enfin, remarque si je peux l'écrire comme ça. Pème élément différent des P-1 premier. Je vais quand même l'écrire parce que, juste pour voir ce P-1 ici, ce qui fait que vous allez voir le calcul qui suit. Donc là, lorsque c'est différent du premier, n-1, différent des deux premiers, n-2 possibilités, différent des p-1 premiers, on a donc n-p-1 possibilité. Je vais remettre des grandes parenthèses pour ce truc-là. Alors, est-ce que déjà jusqu'ici, ça va à peu près? Donc n pour le premier parce qu'on fait ce qu'on veut, tous sauf 1, tous sauf 2, jusqu'à tous sauf P-1. S'il y a des questions, vous me le dites. Alors, ça a l'air à peu près bon. Au total, bon du coup, je n'ai pas la place ici, je vais mettre sur la... Oula, je vais faire un trait droit. Au total, on va avoir petit n fois n-1 fois n-2 fois etc. Et le n moins p-1, il peut se remplacer par n moins p plus 1. Alors, je vais décaler un petit peu ça. Est-ce que ça s'affiche un peu mieux? Et du coup, je vais un tout petit peu écrire ça. Donc, au total, on aurait ceci. Alors, pourquoi on remplace... Ah, attention, regardez bien, c'était n moins p-1. Et c'est juste pour enlever les parenthèses intérieures, je vais le remplacer par n moins p plus 1. Parce que moins 1, ça fait plus 1. C'est tout. Alors, ce qui est important de remarquer là-dessus, ce qui va mener à l'écriture factorielle, c'est que le nombre juste après, ce serait n moins p. Alors, il y a quand même un truc particulier ici auquel il faut faire attention. C'est bien gentil ça, mais c'est un peu comme je sais pas, je veux dire le PMU. On fait un tiercé, quoi. Quand on fait un tiercé, il y a 3 chevaux qui arrivent en premier et dans un ordre déterminé. Mais si jamais il n'y a que 2 chevaux, faire un tiercé, c'est compliqué. Là, il y a le même principe. C'est bien gentil de dire, on prend un élément différent des P-1 premiers. On prend un élément différent des premiers. On prend un élément différent des deux premiers. Mais imaginez qu'il n'y ait que 2 éléments au total. Bah, ce troisième élément différent des 2 premiers, bah, il n'existe pas. Et ainsi de suite. Ce Pème élément différent des P-1 premiers, bah, il va exister seulement s'il y avait au moins P éléments. Ça, c'est logique. Conséquence, tout ceci, il y a une énorme réserve. Ceci vaut
si petit n est alors supérieur ou égal à p. S'il y a p éléments, ça nous suffit. Ça signifie que pour la pème étape, il n'y aura qu'un seul choix, le dernier qui reste, mais c'est possible. Si n est plus petit que p, bah tout simplement, il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas assez d'éléments pour faire la totale. Donc ça, c'est un petit cas particulier, mais il faut y penser bien sûr, parce que sinon c'est incomplet. Est-ce que on est bon là-dessus? Donc si je remets le PDF à côté, vous pouvez voir qu'on retrouve les formules qu'on a évoquées ici. Donc première ligne, lorsque n est supérieur ou égal à p, on a assez d'éléments, on a une formule, n fois n-1 jusqu'à n-p plus 1, qui peut se réécrire, bien sûr, c'est à repérer n factoriel sur n-p factoriel. Ça, c'est quand même assez pratique. Et le petit cas particulier du 0, si jamais p est plus petit que n. Alors, ce cas particulier, bon, bah, c'est comme tous les cas particuliers, hein, c'est le moment venu, bah, il faut y penser, quoi. Alors, reprendre la partie en rouge un tout petit peu, je peux refaire un petit coup. Donc ça, c'est tout simplement le fait que lorsqu'on fait tous ces choix, bah, il faut être sûr, par exemple, lorsqu'on demande un élément différent des deux premiers, bah, il faut bien qu'il y ait un élément différent des deux premiers. S'il n'y avait que deux éléments au total, on est coincé. De manière générale, un pème élément différent des p-1 premiers, bah, c'est possible que s'il y a effectivement p éléments dans l'histoire. D'où la contrainte, tout ce raisonnement-là qui est valable si n est plus grand que p, et en revanche, si n est strictement inférieur à p, bah, il n'y a aucune possibilité. Hop là, j'espère que c'est à peu près bon. Alors, conséquence, et ouais, parfait, on va finir là-dessus, comme ça correspond à ce que je voulais faire. Alors, conséquence sur les injections, bijections. Alors, on va pas le refaire, parce que finalement, ça découle, c'est un peu le même principe. Mais si vous regardez bien le tableau dans les yeux, bah, si au lieu de vous dire choisir un élément, on écrit choisir l'image f de 1, bah, on est en train de faire une application. Et ça rejoint la question qui a été posée tout à l'heure. Si jamais on veut s'imposer d'avoir des éléments tous distincts en image, bah, ça veut dire qu'on est en train de faire une application injective. D'où la propriété qui suit, on va la mettre directement, on ne va pas l'expliquer plus que ça. Si on veut déterminer le nombre d'injections de, ici, d'un ensemble de cardinal P dans un ensemble de cardinal N, bah, c'est exactement ce nombre d'arrangements ANP, tout simplement. Et, question qui a été posée tout à l'heure qui arrive, si jamais ça correspond au cas où petit n est égal à P pile poil, la toute dernière étape sur le tableau, le pème élément distinct de tous les précédents, bah, il n'y aurait plus qu'une seule possibilité. On aurait donc, au niveau du calcul, n fois n-1 fois etc. fois 2 fois 1, c'est-à-dire n factoriel. Et ça correspondrait aux applications bijectives de grand E dans lui-même.